sur BTLV. On va passer une heure ensemble pour parler d'un sujet que j'ai vraiment découvert en étudiant le livre de notre invité. Et c'est Pascal Fechner qui m'en a parlé, qui nous a mis en contact. Il s'agit des Vimana. Les Vimana. Et j'accueille Fabrice Bianchin pour nous en parler. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. On dit Merci. Vimana ou Vimanas? On peut dire les deux. On peut dire les deux. Des Vimanas ou un Vimana. Un Vimana, des Vimana ou de Vimanas avec un S. Bonsoir Fabrice, donc ça nous fait très plaisir de passer une heure avec toi. Donc Bien, tu merci. as écrit un livre sur les Vimana ou l'incroyable technologie des dieux. Alors, certainement quelques abonnés savent déjà l'histoire des Vimana, du Mahabharata, de toute cette histoire de ce texte qui est à l'origine de toute la philosophie hindoue. Donc on va rentrer au cœur de ces textes sacrés, nous dire pourquoi tu t'y es intéressé. Enfin tiens, Avec tu vois, plaisir. je te tutoie, ça y est. Allez, voilà, ça y est, je suis comme ça, je tutoie tous Allez, les c'est invités. parti. C'est Et parti, si on se d'accord. tutoyait? Allez, et si on... bien, j'aime bien un bon titre d'émission, si on tutoyait. Et on va rentrer au cœur de ces textes sacrés, de l'analyse, de la synthèse que tu en as faite. C'est très intéressant. Et puis on va découvrir tout ça. Alors, déjà, les Vimana, ce sont finalement les ovnis du passé. On pourrait Presque, dire ça, oui. un petit Exactement. peu, quoi, hein. Oui. À la base, je me suis quand même posé beaucoup de questions sur les descriptions qui y sont faites. Alors, ce soir, nous recevons Fabrice Bianchin, qui a écrit Vimanas, donc c'est là qui sont intéressés. Hein. Donc moi j'ai commencé à le lire, j'ai pas eu le temps de le finir parce qu'il est relativement récent. Par contre, le peu que j'ai lu, c'est super bien écrit, quoi. C'est fluide. Voilà, donc il va nous présenter ses travaux dans ce domaine particulier. Qui n'est pas tellement connu. Voilà, donc je lui ai laissé la parole et puis Je me présente quand même, vite fait. Je suis donc Fabrice Bianchin, je suis chercheur, écrivain et conférencier depuis 2 conférences. Celle de Tours, au Repas écologique de Tours et aujourd'hui ici à Dax. Mais ce soir je suis heureux de vous présenter une enquête que j'ai commencée il y a plus de 25 ans. C'était au tout début des années 90 et je pense que le sujet ne va pas... Ça va vraiment vous surprendre.
Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Nurea TV. Je suis Guillaume et je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une émission consacrée à la mythologie indienne et à l'étude du Mahabharata. Ce soir, nous avons la chance de recevoir un invité passionné entre autres d'archéologie ancienne, de civilisation, d'ufologie, enfin un touche-à-tout. Je crois qu'on peut dire ça, et quelqu'un qui a poussé les recherches assez loin, et notamment pour ce qui concerne la lecture du Mahabharata, ce fameux livre qui retrace toute la mythologie indienne, un des nombreux livres qui retrace cette mythologie. Et ce soir, je suis vraiment super content d'accueillir Fabrice Bianquin parmi nous. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Guillaume, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Nurea TV. Alors, avant de lancer l'émission, je voulais présenter le livre qui m'a fait connaître tes travaux et tes recherches, du moins une partie, qui s'appelle Vimana, l'incroyable technologie des dieux, aux éditions Le Temps Présent. Donc ce livre, Fabrice, est sorti en janvier 2016, je crois, c'est ça? C'est ça, oui. Donc c'est un livre assez récent. Un livre que j'ai pas mis longtemps à dévorer parce qu'il est vraiment passionnant, une culture que je connaissais pas forcément et j'imagine que je suis pas le seul. Donc, avant qu'on démarre là-dedans, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a amené à t'intéresser aux civilisations anciennes dans un premier temps et puis plus particulièrement passer du temps sur l'étude de la civilisation indienne? Oui, en fait, comme bon nombre d'entre nous, je pense, c'est surtout les livres des auteurs des années 70, comme Robert Charroux, Raymond Daniken et autres auteurs de ce style-là, qui m'ont vraiment lancé dans cette recherche un peu alternative, disons, alors que jusqu'à là, je m'intéressais beaucoup à l'archéologie plutôt classique, en fait. Mm-hmm. Très bien. Et du coup, le Mahabharata, comment tu t'es plongé là-dedans? Parce que le Mahabharata, c'est un livre qui fait plusieurs milliers de pages, si je ne me trompe pas. Il fait 82 000 strophes et c'est un livre qui fait entre 10 et 12 fois la Bible en termes de volume. Oui. Donc, effectivement, il est assez costaud à lire, mais il y a aussi des versions plus allégées de ce texte, déjà pour rentrer un peu dans le mythe et dans le contexte. Très bien. Le plaisir de recevoir Fabrice Bianchin. Salut Fabrice. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue sur BTLV. Alors, on a évoqué dans cette première partie une civilisation avec nos différents invités qui serait venue finalement... Allez, peut-être mettre une petite graine sur la planète qui fait que nous sommes là aujourd'hui et qui nous a peut-être laissé en héritage tous ces artefacts, ces monuments dont on a du mal à expliquer la construction aujourd'hui. Alors les Vimanas, je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse puisque votre parcours démarre par l'archéologie mystérieuse en passant par la parapsychologie. Vous avez fait de nombreuses expériences comme l'hypnose, du remote viewing, vous êtes intéressé à tout cela jusqu'au phénomène OVNI. Et quand on parle du phénomène OVNI, fatalement, si on regarde l'histoire, on en revient aux Vimanas. Pour vous, il y a une certitude, Fabrice, ou il y a encore de l'interrogation sur ces êtres venus d'ailleurs? Non, il y a vraiment une certitude claire et je pense que par rapport aux Vimanas, clairement on est plus sur une civilisation exogène que une ancienne civilisation terrestre pour l'histoire racontée du moins dans le Mahabharata. Fabrice, dans vos recherches sur les Vimanas, est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec l'Atlantide? Alors au tout début, je pensais qu'il y en avait un, très honnêtement. Pendant des années, je pensais que le Mahabharata comptait plutôt une histoire qui se passait autour de moins 10 000, vu que le Mahabharata parle du déluge. Mais après beaucoup de temps et de recherche, je pense plutôt qu'on est sur moins 3000, moins 3002 avant Jésus-Christ, alors que l'Atlantide remonte à bien plus longtemps, dans le temps.
l'imagination et que je ferais probablement mieux de faire de la science-fiction. Mais je n'ai rien imaginé. Je me suis contentée de transposer le récit du Mahabharata, un des textes indiens les plus sacrés, fondateur de l'hindouisme, rédigé il y a au moins 2500 ans. Ce texte raconte l'arrivée des dieux sur la Terre jusqu'à leur départ après le déluge et leur interaction avec les hommes. Le plus surprenant dans ce poème épique, le plus long du monde, c'est le contraste entre un récit poétique, presque sentimental, dans lequel s'intercalent des descriptions purement techniques. À chaque fois qu'il se déplace, nous avons une description des Vimana, c'est-à-dire des objets volants utilisés par les dieux, qui sont bel et bien physiques. On a des descriptions des cockpits des Vimana. On sait qu'il appuie sur des boutons quand il lance des missiles, qui peuvent utiliser contre d'autres engins volants, tout comme pour détruire des cités. Certains passages ressemblent même à des récits de guerre contemporains. Nous avons des descriptions très détaillées de l'effet de l'arme quand elle touche le sol et qu'elle anéantit les deux villes. On sait même le nombre de tués. Pour une des deux villes, nous avons le nombre affolant de 10 000 morts en un seul instant. Mais comme dans tout récit ancien, on y trouve des contradictions. Les Vimana utilisent deux sources d'énergie différentes. Une première énergie qui est, on pourrait dire, libre et universelle, qui est même inépuisable en fait. Mais ils utilisent aussi, ce qui est plus intriguant, des moteurs à mercure. Et même une scène digne d'un film de science-fiction. Arjuna, un des héros du Mahabharata, qui fait partie du clan des Pandavas, va se diriger avec l'aide d'un autre dieu dans le hangar divin où sont stockés des dizaines de Vimana et ils vont en voler un. En fait, ça c'est assez incroyable aussi, ça fait partie de l'histoire. Ils vont voler un Vimana qu'ils vont ramener sur Terre et qui sera utilisé plus tard dans la grande guerre qui va avoir lieu. Au moment où Fabrice Bianchin a invité à une lecture approfondie du Mahabharata, Donc voilà, j'ai voulu vraiment en savoir beaucoup plus sur ces engins volants qui ont été aperçus dans le ciel de l'Inde il y a plus de 5000 ans maintenant, 5200 ans exactement. Donc là je vais vous parler ce soir des ovnis, mais qui ne sont pas de 1940 ou de nos jours, mais des ovnis qui ont été vus il y a très longtemps à l'aube de l'humanité. Et vous allez voir que en fait, on peut même pas considérer ça comme des ovnis, du coup, parce que les Indiens ont clairement identifié les pilotes et les intervenants qui sont venus sur Terre. Donc moi en plus, ce qui est pas évident parce que pour info, je travaille à temps plein dans une entreprise, donc du coup tout ça. Ce sont des recherches que je mène en dehors, le soir, le week-end, les vacances. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ce livre-là a mis 25 ans à sortir. Alors, les Vimana, ils se déplacent dans le ciel selon deux principes. En fait. La première, ils indiquent que c'est une énergie libre et renouvelable d'ailleurs, mais surtout qui est inépuisable. Et la deuxième, elle fait référence systématiquement à des moteurs à mercure. Alors, je vous avoue que pendant des années, ça m'a perturbé, cette histoire de moteur à mercure, parce que je ne voyais pas trop comment le mercure liquide pouvait être utile à l'aérospatiale, entre guillemets. Donc, il n'empêche que ces moteurs-là étaient systématiquement mis sur les Vimana, mais qu'ils étaient automatiquement utilisés aussi avec l'énergie libre. Voilà. Et c'est toujours par l'action combinée de ces deux techniques, on dira, que les Vimana se déplacent dans le ciel. L'extrait suivant ne fait que confirmer la puissance du projectile utilisé. Gurkha, donc c'est le fameux pilote en charge d'un des Vimana qui va détruire une des deux villes. Gurkha se mit à lancer son tonnerre de tous côtés sur la cité. Il lance alors le projectile qui contient les puissances de l'univers sur elle. La ville se met à brûler. Une fumée semblable à 10 000 soleils envahit les cieux.
ont utilisé pour dénommer tous les premiers avions et les engins qui essaient de voler plus ou moins. Ils ont utilisé le mot Vimana directement pour désigner tout engin volant hors volatile qui se mouvoit dans l'air. Mais les Vimana tels qu'ils sont racontés dans le Mahabharata, clairement, ce sont de sacrés engins. Il y en a qui sont énormes, comme celui qui a atteint la Terre au début de leur arrivée et qui est resté jusqu'au bout. Et à l'intérieur de cet énorme Vimana, il y en avait déjà beaucoup d'autres à l'intérieur qui leur permettaient de faire des allers-retours constants entre la Terre et l'Iranyapura, le vaisseau mère en fait des dieux hindous. Ce qui a été quand même le plus intriguant dans l'affaire, c'est qu'à chaque fois que les dieux doivent se déplacer sur la Terre ou dans l'espace, ils utilisent des objets volants qu'ils nomment les Vimanas. À la lecture du texte et en prenant en compte aussi les textes védiques plus généralement, les Vimanas sont de plusieurs formes et d'aspects différents. On a des Vimanas qui sont plutôt de forme tubulaire, d'autres sont décrits plutôt de forme triangulaire, alors que d'autres ressemblent beaucoup plus aux ovnis tels que nous les voyons dans le ciel actuellement. Vimana, en sanskrit, veut dire véhicule céleste. À chaque fois qu'un dieu doit se déplacer sur Terre ou dans l'espace, il utilise un Vimana.